atelier qui consistera à vous parler des outils plus responsables. Donc j'ai l'honneur d'animer cet atelier avec Yann, qui est chargé de stratégie numérique responsable au sein de la métropole de Montpellier, et avec l'intervention de Nelly, du coup directrice adjointe service utilisateur de la région Occitanie. Et moi-même, bien sûr, donc Laurie, chargée de recrutement et référente numérique responsable au sein du groupe Achat Solutions. Allez, bon, restons dans les images un peu touchantes après les infos que vous avez vues tout à l'heure. Alors la question c'est qui est-ce à votre avis ça? C'est un individu en particulier dans la DSI. En général, le DSI, quand il apprend le prix des licences au moment de VMware, de Microsoft, de tout ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une vraie catastrophe. Donc c'est un vrai casse-tête pour tous les DSI. Donc ça aujourd'hui, c'est une question, c'est vraiment... ils sont en difficulté. Je me suis noté une phrase de Churchill parce qu'ils ont oublié cette phrase-là justement, qui dit, je vous cite du coup, sans faire d'erreur. Alors, hop, qui dit mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Là, il avait beaucoup oublié. Alors, il faut rester là. Allez, alors nous l'idée en fait, c'est on va quand même vous parler de solutions, on va essayer de remonter un peu le moral, on va essayer en tout cas, on va essayer de parler de choses pragmatiques, on va vous présenter un travail qui a été fait, qui avait déjà été commencé l'an dernier, qu'on avait déjà présenté l'an dernier, et on va essayer de vous parler de solutions. Alors, en prérequis à notre atelier qui porte donc sur les outils numériques responsables, on va essayer de trouver des outils plus responsables. En prérequis pour faire ça, il faut avoir des convictions et une raison à passer sur des outils plus responsables. Donc ça peut être le coût, par exemple pour le DSI, qui a des problèmes de coût. Ça peut être des impacts environnementaux et sociaux, éthiques, etc. C'est évidemment souvent des valeurs personnelles au départ. Et puis aussi, il faut s'assurer que derrière tout ça, ça suive avec le support de la gouvernance. Il faut une seule faille pour que, si on lance des actions de changement d'outils, on perde en fait notre ambition, parce qu'avec une faille, les lobbies entrent et c'est perdu. Et puis évidemment, ça nécessite aussi des moyens, il faut y consacrer du temps. Et puis ça commence évidemment par soi-même quand on parle de valeurs. Je vous donne un exemple. Pendant 3 ans, j'ai presque pas utilisé Facebook. J'ai vraiment voulu. Je me posais la question d'en partir. J'avais peur de perdre mes amis, je sais pas. Et puis au bout de 3 ans, en fait, c'est l'IA qui m'a fait des déclencheurs. Je me suis dit, je veux pas que l'IA m'apprenne, je veux pas qu'elle retienne mes distances. Et donc j'ai supprimé mon compte. Ça m'a pris quand même 1 heure à trouver comment le faire. Donc, il y a plein de dark patterns. C'est une complexification pour supprimer son compte. Et donc j'ai quand même réussi à le faire. Et puis donc en parlant de valeur, un peu comme ce qu'une DSI ferait quand on veut changer d'outil, déjà posons-nous nous-mêmes, est-ce qu'on est capable de passer à l'acte? Est-ce que dans la salle, je veux bien avoir les mains levées, est-ce que dans la salle, est-ce que quelqu'un est aujourd'hui capable de supprimer son compte Facebook, ceux qui ont des comptes Facebook? Qui pourrait lever la main si aujourd'hui quelqu'un... Ouais, quand même. Allez. Vous seriez prêt à passer à l'acte, d'accord. Mais c'est pas si facile que ça. Donc 5 personnes. Moi je dirais qu'il ne faut pas le faire, mais on pourra en discuter. Bien sûr, voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème de conscience qui est qu'on a peur, ou on est conscient qu'il faut peut-être le faire, mais on le fait pas. On a du mal à passer à l'acte. C'est aussi le cas du DSI. Donc l'an dernier, on avait déjà fait une présentation sur les outils. On va pas reparler de ce qu'on a fait l'an dernier, mais je vais quand même le rappeler rapidement. On proposait, on avait listé quelques actualités, il y avait pas mal de ministères, il y avait pas mal d'entreprises, de collectivités qui essayaient de sortir des GAFAM. On va avoir un beau témoignage de la région tout à l'heure là-dessus, avec un vrai cas pragmatique. Et puis notre pitch c'était celui-ci, et qui reste le même pour l'atelier d'aujourd'hui. Pour ceux qui souhaitent sortir des GAFAM, BATX, par conviction ou par raison économique, nous proposons un classement expérimental d'outils du plus ou moins responsable, non pas pour fournir un guide d'expert qui va vous dire c'est celui-là qu'il vous faut, mais pour provoquer un questionnement pour apporter des arguments et aiguiller les choix de tout le monde. Et puis ceux qui se lancent, évidemment, ils peuvent approfondir l'analyse et propre à leur contexte. Parce qu'évidemment, chacun a ses problématiques liées à leur contexte. Et puis on avait présenté un petit bout de la présentation qui est là, un tableau sur lequel on avait classé les outils par catégorie. Du coup, on est reparti en mode participatif cette année avec la Factory Digital 113. Donc, juste pour rappel, cette Factory, c'est des gens qui viennent en donnant leur temps. Et donc,
on ne fonctionne que grâce à leur disponibilité et à leur sacrifice quelque part. Je pense qu'on peut les applaudir aussi. Et puis surtout aussi, si vous voulez rebondir, participer dans la journée, participer en live, hein, c'est vraiment en mode participatif, même aujourd'hui. Notre ambition pour cette année, c'était de revenir sur ce qu'on a livré l'an dernier, de le fournir de manière plus experte, de faire une grille d'évaluation plus experte avec des analyses plus expertes. Et évidemment, derrière, une fois qu'on a ces grilles d'évaluation, de lancer tous les travaux d'analyse et d'enquête qui sont assez colossaux, parce qu'on va parler d'énormément de questions et d'aller chercher des informations qui ne sont pas forcément évidentes à avoir. Et puis, une fois qu'on aurait toutes ces informations, de les mettre en visibilité, en transparence, auprès des différents experts numériques responsables. En France, on a plusieurs collectifs, l'INR, le Green IT, Agit, l'Alliance Green IT, l'ADEME, etc. Et puis de publier le livrable pour le mettre à disposition de tout le monde. La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'un outil plus responsable? Alors, parce que quand on va chercher à évaluer, il faut qu'on explique aux gens déjà ce que c'est qu'un outil plus responsable, selon les référentiels qu'on a aujourd'hui. Donc on a ces quelques briques sur la consommation, sur l'environnement. Donc si on lié à la consommation, on va parler de sobriété, il faut que l'outil soit sobre, que ce soit sur le stockage de données, sur la consommation de volume de réseau d'électricité, etc. Et puis la consommation de matériel, le fait de rendre des matériels obsolescents, d'utiliser à la fois des terminaux, des data centers, la quantité de matériel qu'on a besoin, etc. Sur la low-tech, il y a certains produits qui peuvent être utilisés sur des anciens téléphones, des téléphones de plus de 5 ans, voire plus de 10 ans, ou qui permettent de toujours fonctionner même avec un parcours alternatif low-tech, voire sans tech, zéro tech. L'idée c'est aussi de voir un peu ce qui est en bleu sur le social, sur l'humain, donc c'est l'utilisation, s'assurer que les outils soient accessibles, qu'ils soient de confiance, donc tout ce qui est autour de la RGPD, que les données soient bien stockées, sécurisées, etc. Et puis il y a aussi une histoire d'appréciation d'outils, on a tous envie d'utiliser un outil qui est simple d'utilisation, qui nous plaît, et puis sur lequel on a une préférence, souvent on a un bon feeling sur l'ergonomie et l'utilisation. Et puis le dernier point, c'est sur le modèle économique. Il faut que ce modèle, alors pour que l'outil, on juge que l'outil est plus responsable quand il est sur un modèle économique inclusif. Et donc souvent, ça veut dire que tout le monde puisse l'acheter, donc pas trop cher. Et puis souvent aussi un modèle souvent lié à l'open source, parce que l'idée c'est aussi de pouvoir partager facilement avec tout le monde. Donc c'est souvent lié à l'open source. Donc on a classé comme ça les outils en ayant tout ça en tête. Donc ces critères, on les a découpés en plein de questions dans 7 domaines: la sobriété, je ne reviens pas dessus, la low-tech, l'inclusion socio-économique, l'accessibilité, la confiance, l'engagement de l'entreprise qui produit le logiciel pour les fournisseurs, et puis notre appréciation de ceux qui analysaient les outils. Vous avez un début de la découpe en questions qui a été faite donc sur chacun de ces domaines en plusieurs questions spécifiques à chaque catégorie. On avait dénombré à peu près 23 catégories, ou même plus, je crois 25. Et donc on a à chaque fois, par exemple pour les OS, les operating systems, on va avoir les questions sur la sobriété qui sont spécifiques, qui ne sont pas forcément les mêmes que pour un Excel ou autre chose, pour un tableur. Donc on l'a fait pour chaque catégorie, on a découpé ces questions. Et maintenant, on a mené l'enquête, on a été voir évidemment les entreprises, les fournisseurs, etc. Et évidemment, alors c'est un titre évidemment provocateur, l'idée c'est de voir un peu ce qu'on trouve comme information quand on mène une enquête. Je pense que vous pouvez en rajouter aussi derrière, mais voilà, Google, neutre en carbone depuis 2007, voire zéro émission nette carbone, maintenant il y a un site complet sur l'engagement de Google. Microsoft, carbone négatif, donc on enlève du carbone. Et en plus, ils vont enlever toute leur émission de carbone en 2050, ils vont enlever toute leur émission de carbone faite depuis le début de l'existence de Microsoft. Je vous laisse avoir votre propre commentaire là-dessus. Ils proposent aussi l'IA pour sauver le monde. Voilà. Ecosia, qui est un moteur de recherche souvent défendu, ça va peut-être vous étonner, mais qui est souvent défendu parce qu'ils plantent des arbres quand on fait des recherches, au bout d'un certain nombre de recherches, ils vont planter un arbre. Donc c'est vu comme un moteur de recherche éco-responsable. Sauf qu'en fait, derrière, il est lié à Google, il est lié à plein de choses, et le modèle n'est pas forcément très responsable. Mais en tout cas, vous voyez, d'après des choses qu'on trouve sur Internet, du coup, ne correspondent pas forcément à ce qu'on va chercher à évaluer. Et puis là, une news que j'ai eue, une actualité que j'ai eue récemment, mais que vous avez peut-être entendu aussi, une panne qui a jeté un froid sur l'indépendance de Quant, de Go, donc c'est aussi des moteurs de recherche. Il y a eu Bing qui a planté, qui tombe en panne,
Et en fait, derrière, Quant et DuckDuckGo aussi, donc c'était lié. Ils utilisent, en fait, ils sont connectés en fait, à Bing, donc comme Microsoft. Pour ceux qui connaissent Quant et DuckDuckGo, sont souvent vus comme des bons moteurs de recherche aussi. Voilà, voilà sur quoi on tombe quand on commence à faire nos enquêtes. Et du coup, on l'a bien vu également quand on s'est rendu sur les sites internet des produits. Voilà, nous, vous vous souvenez des petites catégories avec les questions que Yann vous a présentées. Et ben voilà, on cherchait à trouver de l'information sur ces sites en nous posant ces questions-là, et il n'y avait rien. Rien du tout, donc premier échec. Les informations que nous cherchons sont difficilement accessibles. Et on a plus d'une centaine d'outils à analyser. Donc la méthode, en fait, elle était trop longue. Clairement, on a passé 3 mois dessus. On s'est dit, bon, là, on n'aura pas le temps de vous nourrir pour le prochain Granity Day, donc il faut qu'on change de technique. Mais c'est pas grave, parce qu'on ne perd pas, on apprend toujours, donc il faut rebondir. Et donc, du coup, on se dit, plus qu'on ne trouve pas l'information sur les sites internet, on va aller questionner les experts techniques. Et les experts techniques, enfin plus du numérique dans un premier temps, on s'est dit que ça serait bien d'intégrer ces 5 organismes spécialisés dans le numérique. Donc il y a eu le greenIT.fr, donc il fédère les acteurs du numérique responsable depuis 2004. Il y a l'INR, l'Institut du numérique responsable. L'AGIL, donc c'est l'Alliance Green IT. En gros, c'est une association d'acteurs du numérique responsable engagés. La Factory NRD, donc Digital 113, qui est le cluster des entreprises numériques, et l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et comment on va aller les questionner? On va les questionner en mode sondage. Donc on s'est dit, voilà, on s'est donné quelques règles quand même, avec une question unique. Donc classer les outils du plus au moins responsables. Voilà, donc on leur donne une liste. Ils avaient la possibilité aussi d'intégrer des outils que nous, potentiellement, n'avions pas pensé à citer. Et donc il fallait qu'ils les classent entre le plus et le moins. Sur 23 catégories d'outils, comme vous l'a dit Yann précédemment. Donc ça va être du support, de l'ES, de la communication, du commerce, de l'IA, gestion de projet. Enfin bref, on a voulu cibler tous les outils du quotidien d'une entreprise ou d'une collectivité publique. Et bien sûr, on s'est dit, il faut quand même qu'on mesure le niveau d'expertise de ces experts. Et donc on a commencé par une question avec, voilà, quelle catégorie maîtrisez-vous le plus ? Donc là, c'est un petit exemple. Par exemple, vous êtes plus spécialisé sur les systèmes d'exploitation, sur les systèmes d'exploitation smartphone, navigateur, moteur de recherche web. Et tout de suite, ce qu'on a remarqué suite à cette première question, c'est que finalement, les experts tech, ils ne sont pas spécialisés sur ces 4 champs. En général, ils maîtrisent deux champs, en général. Mais voilà, on a aussi un manque de connaissances au niveau des experts sur tous les outils, et c'est bien normal parce qu'il y en a tellement. Donc voilà, donc on prépare nos petits sondages, et flop. Peu de réponses à ces petits sondages, puisqu'en fait, les associations que je vous ai présentées précédemment, ils ont pour but vraiment de développer des analyses d'experts basées sur des faits, des vrais faits experts. Et donc, je pense qu'ils avaient on a pensé qu'ils avaient peur de perdre en crédibilité en donnant leur avis à des personnes non expertes du sujet. Donc, pas de souci. Il y a quand même des personnes de ces associations qui ont joué le jeu. On a pu récolter quand même de la data. Et on a encore une fois changé notre fusil d'épaule et on est allé questionner les experts techniques de la Factory NRD, donc numérique responsable et développement. Voilà. Et d'Achat Solutions, donc l'éditeur de logiciels que vous pouvez retrouver à Montpellier. Et ils se sont positionnés, donc on a eu des développeurs, des architectes logiciels, des professionnels de la communication, des chefs de projet, des formateurs aussi du numérique responsable et des fondateurs d'entreprises, bien évidemment. Et comment on a fait ça? Puisque voilà, le temps pressé, on était bientôt le jour J. Donc en fait, on l'a animé en mode atelier participatif. Donc on s'est tous réunis autour d'une table, enfin autour d'une visio, puisque voilà, on n'avait pas le choix de faire autrement. Et donc on a invité 22 membres de la Factory de Digital 113. L'objectif, grâce aux connaissances de ces experts techniques, on obtient un consensus.
Et on s'est dit, bah, si vous ne connaissez pas l'outil, parce que vous allez voir tout à l'heure, mais on ne connaît pas tous les outils en fait, qu'on a listés, et bah, si vous ne connaissez pas les outils, vous les mettez dans ne sait pas. Comme ça, on ne vous donne pas des informations biaisées, on va vous donner des informations plus proches de la réalité. Et il y a quand même une dizaine de personnes qui se sont mis d'accord sur ce classement. Donc là, il y a un premier classement, par exemple sur l'éditeur de texte qu'on utilise tous et toutes au quotidien. Et donc, les experts ont mis en premier, en outil plus responsable, LibreOffice, et en moins responsable, MS Why-Not. Pourquoi? Est-ce que vous avez une petite idée pour MS Why-Not? Parce que c'est accessible, c'est gratuit, il y a quand même c'est pas gratuit? Non, c'est vrai. C'est pas gratuit, mais voilà, c'est accessible, il y a une bonne ergonomie, moi je l'utilise tous les jours. Je me suis demandé, mais pourquoi il n'est pas responsable cet outil? Est-ce que quelqu'un a une idée? La synchro avec le réseau. Ouais, Ouais, exactement. En fait, Why-Not, il tourne, même si vous fermez l'application, il tourne toujours dans le PC, donc en fait il consomme. Donc, voilà. Et juste quelque chose quand même, l'atelier qu'on a fait, on a fait les 23 catégories, ce qu'on a pu en 1 heure. Donc là, ils ont fait cette classification en 2 minutes. Vous n'avez pas le temps d'aller enquêter, c'est pour savoir quel outil. Et c'est pour ça aussi que vous voyez que la liste n'est pas du tout exhaustive. Vous allez le voir aussi pour la suite. C'est vrai, la liste n'est pas exhaustive. Ensuite, on a ciblé aussi la messagerie, chose qu'on utilise toutes et tous. Et donc là, on voit que Zimbra est en première place avec Gmail en dernière place. C'est normal. C'est le pire outil de l'informatique. Mais pourtant, c'est super ergonomique. Oui. Ah oui. Donc, l'utilise pas. voilà. Mais c'est vrai que moi, je me suis rendu compte, je ne suis pas du tout technique. Hein. Je suis chargée de recrutement de base. Les sujets du numérique responsable et RSE, ça m'intéresse beaucoup. Mais je ne suis pas technique. Donc, j'ai essayé d'aider comme je pouvais. Mais on ne se pose pas ce genre de questions en fait quand on n'est pas technique. Donc le but aussi aujourd'hui, c'est de vous faire prendre conscience que même si un outil est ergonomique, eh ben, potentiellement derrière, il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas bien pour l'environnement également. Et pour l'accessibilité, pour plein d'autres choses. Pour Gmail, il suffit d'aller lire les conditions d'utilisation. D'accord. Et après, vous n'avez plus envie de l'utiliser. Ah bah j'irai les voir de ce pas. On a fait aussi une analyse sur les outils de collaboration et visio, hein, puisque depuis le Covid, on utilise vraiment beaucoup ces outils. Discord en dernier, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a Teams à peu près au milieu de tous les outils, mais encore une fois, c'est une liste non exhaustive, donc voilà, à voir si on compare avec tous les outils existants. Et Big Blue Button, Oui. voilà, en premier lieu. Ah bah, Nelly vous en parlera du coup avec la région Occitanie. Et Discord, vous savez pourquoi? Yann, peut-être tu sais un peu plus que moi. Je crois que c'est sur les usages. Alors pour le coup, encore une fois, ils ont été vite, ils ne disent pas forcément. Ouais. Ah oui. Mais je pense que c'est par rapport aux usages qui est fait dessus, qui est surtout de la vidéo, pour les jeux, pour des choses comme ça. Ouais, mais par exemple, il y a mid-journée sur Discord, il y a des trucs comme ça. Ouais. En tout cas, c'est classé. Alors peut-être qu'il n'est pas vraiment en bas, mais en tout cas, il est dans les mauvais. Et alors, on n'a évidemment pas tout. Je disais que la région, on prend la suite sur la plateforme collaborative, vous allez voir que la région a un plan très concret et l'outil qu'ils ont choisi n'est pas dans cette liste. Voilà. Pour les tableaux blancs, pareil, moi j'utilise Canva, j'adore Canva. Eh ben non, flop total, jamais tout faux. MS Why-Not avec Microsoft, je ne vais pas le prononcer parce que voilà, Whiteboard, c'est au même niveau, hein, quand vous avez des étiquettes qui sont voilà, parallèles, c'est au même niveau. Et toujours Big Blue Button Whiteboard, avec l'action en deuxième position quand même. Voilà, ce qu'on a utilisé, outil qu'on a utilisé pour les sondages. Ça c'est Klaxon. Voilà, ça c'est Klaxon aussi. Oui, alors pour ceux qui veulent la raison de Klaxon en deuxième, c'est que déjà c'est une société française, donc vue un peu comme un peu de souveraineté quand même, et puis assez un peu plus léger que Miro par exemple. Miro c'est beaucoup, enfin je ne sais pas si vous avez utilisé Miro, Oui. c'est un super outil, hein, mais énorme. Donc c'est un peu plus léger que Klaxon. C'est pour ça qu'il est là. Ouais. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que j'aime pas trop Klaxon. Je trouve que c'est pas facile d'utilisation.
Mais en vrai, voilà. Donc aussi, moi je pense que dans ces classements, il faut aussi prendre en compte voilà, la personne également, comment elle peut l'utiliser avec ses moyens ou son quotidien. Je trouve que c'est intéressant aussi de voir cette vision. J'ai une question. Oui. Sur les outils que vous mettez là, comment bon, j'ai compris que c'était un classement vite fait, on va dire. Mais est-ce que vous savez ce qui a été pris en compte, notamment pour ce qui est du traitement de la donnée, ce sont les versions gratuites ou payantes? Alors, ça fait partie d'un des critères si c'est gratuit ou payant. Et, donc, par exemple, Klaxoon et Canva, on peut avoir un compte gratuit ou un compte payant. Et donc, vous me demandez là ce qui était classé, c'est les versions gratuites. Alors, en 2 minutes, on n'a pas fait la différence. Par contre, quand il y a une version que payante et qui empêche l'entreprise d'y accéder, là, ça devient néfaste parce que du coup, le modèle économiquement non inclusif. Voilà. Là, Klaxoon, typiquement, effectivement, il faut normalement une licence payante si vous voulez aller assez loin, mais il y a plein de gens qui peuvent accéder en ayant un compte invité. Canva aussi, oui. Canva aussi. Le traitement de la donnée, il n'est pas le même. Pardon ? Le traitement de la donnée, quand on utilise la version payante ou gratuite, je pense qu'il n'est pas le même. Oui, en plus, il y a ça, il y a des histoires de stockage. Est-ce qu'il y avait une autre question sur ce sujet? Ça va? Et dernier outil qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est les outils de ticketing, avec en première place Redmine et en dernière place Microsoft Azure DevOps, avec Zendesk qu'on n'a pas su classer. Chez HA Solutions, on utilise GLPI et on vient de passer le label niveau 1, numérique responsable. Et voilà, c'est considéré comme un bel outil aussi, accessible, open source et voilà, performant également. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, tous les grands, Microsoft, Apple, Google, c'est tout. En général, vous savez, il n'y a pas de secret. Ah oui. Et bien sûr, on a bien sûr évalué d'autres catégories, donc il y en a 18 en tout. Hein. C'est vrai qu'on a fait un gros travail de balayage de tous les sujets qu'on pouvait rencontrer. Et voilà, donc on a du tableur, on a de l'OS mobile, réseaux sociaux, de l'IA bien sûr. Hein. Il faut qu'on puisse évaluer les outils IA. Et Yann, juste pour vous donner quand même des éléments de réponse, je ne sais pas si vous voyez tous au fond. Donc pour le tableur, il y avait OpenOffice Calc et Framacalc qui peuvent être des solutions. L'usage est évidemment bien différent du super Excel que tout le monde adore. Donc pour y passer, il y a une vraie conduite du changement quand on fait ça en entreprise. Operating System, donc tout le monde connaît Linux, il y en a beaucoup qui passent sur Ubuntu, on va avoir un petit mot là-dessus tout à l'heure. Dis pas tout. Il y a Chrome OS aussi, il y a plein de solutions qui existent pour les systèmes autres que Windows. Pour le mobile, il y a aussi du Ubuntu Touch. Il y a des plateformes qui ont des OS qui ont forqué, on va dire, qui ont recréé un truc différent d'Android, mais complètement sans les liens, vraiment dégoogliser en fait. C'est le cas de iOS et de PostMarketOS. Il y a des navigateurs aussi tels que Brave et Firefox, Firefox qui sont même Firefox qui est très connu et plutôt en tête du classement. Tor, Vivaldi et plein d'autres, Opera, etc. Moteur de recherche, on avait parlé de Brave. DuckDuckGo, j'en ai parlé en introduction, il est quand même bien vu, même s'il a fait un peu de buzz dernièrement. Quant aussi, et Lilo aussi. La plupart des moteurs de recherche finissent par faire quand même du bruit à un moment donné. Kanban, vous connaissez certainement Trello, il y en a beaucoup qui l'ont même pour leurs besoins personnels. Scrambler, Nextcloud Deck. Alors on n'a pas parlé de Nextcloud depuis le début, mais Nextcloud est très utilisé et très répandu et plutôt bien vu. On avait déjà parlé l'an dernier, mais vous pourrez retrouver plein de solutions numériques à travers Nextcloud, que ce soit du tableur, du Word, enfin du traitement texte, etc. Éditeur de code, donc on a IntelliJ. Alors après ça dépend évidemment du code qu'on utilise, c'est du Java, du Python, etc. Donc IntelliJ, Sublitex, Microsoft Visual Studio Code, puis plein d'autres évidemment. Pour les sondages, pour essayer de remplacer Microsoft Forms que vous utilisez certainement, on a Framaforms qui est très bien en fait. Qualtrics, d'autres. Pour les réseaux sociaux, si vous voulez remplacer votre WhatsApp, on a Olvid et Signal, Olvid qui est français, je crois, à vérifier, mais qui est français, merci. Pour les analytics, pour les sites web, alors il y a SEMrush, Plausiblio, il y en a plein d'autres. Pour le CRM, pour essayer de remplacer ceux qui connaissent Dynamics, il y a SEMrush, Plausiblio, Odoo et HubSpot.
Pour le partage de fichiers très connu, il y a Alfresco, il y a encore Nextcloud dans lequel on peut stocker des fichiers. Pour l'IA, puisque c'est le sujet d'actualité, on a Hugging Chat qui permet en fait de choisir son modèle LLM. On peut quand même, à travers Hugging Chat, on peut retourner sur du chat GPT, mais on peut choisir d'autres modèles. Pour l'image, on a Crayon, qui est plus responsable aussi. Pour le son, on a Eleven Labs, on a Meurthe, il y en a plein en fait sur le son. Il y en a beaucoup qui sont utilisés pour les youtubeurs, pour info, je pense que vous savez. Pour les bases de données, vous les connaissez déjà, PostgreSQL et SQLite. C'est pas dans le même usage, mais il y a des alternatives, en tout cas Oracle, qui est plus connu. Pour les plateformes d'intégration, Podman, Singularity. Pour la supervision, Nagios, Zabbix. Et puis EasyVirt, qu'on a beaucoup discuté avec l'INR. Alors moi j'en avais beaucoup parlé il y a 3 ans avec la directrice de l'INR, enfin l'ex-présidente de l'INR. Et c'était quelque chose qui était en cours de développement, sur lequel on essaie d'avoir vraiment une vue numérique responsable du data center. Donc il y a plein de choses qui existent. On vous a listé les 23 catégories. Oui. J'ai une question. Est-ce que vous avez tenu compte de la sécurité des données et de l'hébergement? Parce que Trello, par exemple, il y a eu une très grosse fuite de données début 2024 et les données sont hébergées chez AWS. HubSpot aussi. Pardon? HubSpot aussi. Oui, voilà, c'est le Trello parce que c'est pour les lieux. Donc il y a peut-être quand même... mettre Trello en premier, par exemple, dans ce cas-là, avec AWS derrière, on peut se poser la question quand même. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Là, c'était juste pour lister toutes les catégories qu'on a vues. Il n'y a pas de classement là-dedans. Effectivement. Et puis quand on rappelle tous les critères, il y en a toujours un ou deux qui pêchent. Ouais. Ah oui, À un mais moment, après, c'est la avec sécurité, tous les critères, on peut pas savoir. l'usage. Voilà. C'était ça la difficulté, effectivement. Du coup, on a quand même voulu vous apporter un petit cadeau aujourd'hui avec nous pour que vous puissiez, quand vous avez le projet d'acquérir ou de migrer un outil, poser les bonnes questions tout de suite aux prestataires, puisque l'information n'est pas accessible sur leur site. Et vous avez bien vu, au bout d'1 an, on a eu du mal quand même à classer ces outils. Et je pense qu'on peut encore plus creuser. Donc n'hésitez pas à questionner vos prestataires dès le début. Voilà, donc la liste de questions en fait, qu'on vous a transmis aujourd'hui, c'est tout simplement la liste qu'on s'était nous-mêmes fixée. Donc c'est Yann et Ronnie qui l'avaient construite. Ronnie Garcia qui est l'initiateur de l'université, que vous connaissez certainement. Voilà, que vous avez vu ce matin. Et donc vous pouvez récupérer les questions, sachant que tu as rajouté du coup, ou tu avais récupéré une liste de questions aussi? Moi j'avais une liste de questions, mais c'est vrai que je ne pouvais pas le sourcer. Donc j'en ai une autre. Si elle s'intéresse des gens, n'hésitez pas à venir me voir, je vous la donne avec grand plaisir. Dans tous les cas, quand vous démarrez ça dans votre entreprise, vous allez voir avec Nelly, vous rentrez dans un mode de réflexion, d'analyse qui est vraiment propre à votre entreprise. Et là, vous allez vous poser des questions propres à votre contexte. C'est quoi le QR code? C'est pour donner des questions quand on veut choisir un outil. Pour ceux qui veulent avoir quelques questions en tête, on en a proposé quelques-unes. C'est tout bon? Allez. Avant de donner la parole à Nelly, pour un témoignage très pragmatique, effectivement, moi je suis tombée de ma chaise hier quand elle m'a présenté tout ça, j'ai trop hâte que vous le découvriez aussi. Mais avant tout ça, est-ce que vous avez des questions? Ça va pour tout le monde? Est-ce que je peux revenir sur le coup de Facebook tout à l'heure? Oui. Donc Yann dit, moi j'ai supprimé mon compte Facebook. Oui. Ça veut dire que moi, si je suis mal intentionné, que je veux lui nuire, je vais acheter driuti.com, je vais créer une adresse yann@driuti.com, je vais créer un compte Facebook et je vais attraper ses amis, c'est sûr. Ah oui. D'accord, donc, mais ça se fait déjà même en ayant un compte. Oui, sauf que quand vous avez un compte, vos amis ils savent quel est votre compte, d'accord? Si vous créez un deuxième compte, c'est suspicieux, donc on risque moins. Et pour ça que moi j'ai des comptes Facebook, Instagram que je n'utilise pas. Ah, juste pour marquer la présence. Voilà, juste pour dire c'est moi, mon compte, c'est mon compte. Mais je m'en sers pas. Bon, on n'est pas sur le sujet des outils, mais du coup je rebondis quand même ce qui est dit. C'est aujourd'hui il y en a qui s'inquiètent justement d'avoir des informations à eux sur Internet. Et ils veulent un peu s'effacer. Pour s'effacer, en fait, au lieu d'effacer juste le compte, il faut qu'ils aillent plus loin. Ils font de la désinformation, ils créent des faux comptes qui répondent partout pour dire j'existe là-bas, en Afrique, en machin. Et en fait, ils diversifient plein de comptes et ça permet de perdre un peu la donnée sur la personne. Donc il peut y avoir des faux comptes
sur moi, peut-être, j'en sais rien, qui sont ailleurs. Par la recherche, oui. Ouais, mais normalement, les amis ils sont déjà connectés à ton vrai compte. Mais non, mais de toute façon, j'y allais plus, donc. Oui. Voilà. Bon. Merci à tous et à toutes. Et Allez, c'est parti. donc moi je vais vous faire un témoignage de façon très humble sur ce qu'on a fait à la région Occitanie. Suite à ce qu'il y a dit, on voit que c'est pas forcément facile de choisir l'outil qu'il faut. Donc on va voir que du projet politique de la région Occitanie qui s'appelle le Pacte Vert, donc on s'inscrit là-dedans. C'est important de le dire parce que ça veut dire qu'on a un soutien assez marqué de notre élu de référence, M. Stollman, qu'on va citer, qui sera demain d'ailleurs à la journée Green IT à Toulouse, de notre direction générale d'une manière générale, parce qu'ils nous soutiennent, parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas faire ce qui suit. Et puis donc on est labellisé depuis maintenant 18 mois niveau 2, et donc ce que je vais vous présenter, cette trajectoire de sortie GAFAM, elle s'inscrit aussi dans les engagements qu'on a pris dans le cadre de cette labellisation. Voilà, je vais vite rentrer dans le vif du sujet. Donc on était, pour vous placer un peu le contexte, comment tout ça a commencé, nous on avait donc on a 2500 utilisateurs à la région Occitanie, des utilisateurs qui produisent de la subvention pour les entreprises, les agriculteurs, les collectivités, donc il y a de la productivité. Et au moment du confinement, on avait déployé Office 365 pour tous. À ce moment-là, c'était ce qu'il fallait faire. Et en 2022, au moment de faire la recontractualisation avec Microsoft sur un nouvel accord entreprise, l'éditeur, on a eu la tête que Yann a montré au début du PowerPoint, puisqu'il nous a annoncé 20%, 30% même au début d'augmentation de notre budget, qui était un budget de fonctionnement, c'est des abonnements, et nous, collectivités, c'est de l'argent public, et on doit réduire chaque année 5% de notre budget de fonctionnement. Donc on m'a dit, Nelly, tu fais pas ça, tu te débrouilles, tu trouves autre chose, parce que c'est juste pas possible. Voilà, ça a été un peu l'élément déclencheur, c'est le nerf de la guerre, l'argent c'est l'élément déclencheur. D'où la proposition qu'on a fait de changer en effet de manière de travailler et de stopper notre accord entreprise Office 365, d'acheter nos licences en propre et en dur, entre guillemets, et donc on passe là sur un budget d'investissement, donc ça intéresse les finances, c'est pas pareil, on passe d'un budget de fonctionnement à investissement, ça vous parlera sans doute. Donc ça veut dire quand même de quitter Office 365, de quitter Teams et toute la ribambelle d'applications qui sont derrière Office 365. En revanche, on ne quitte pas Microsoft, on installe les licences bureautiques Word, Excel, PowerPoint sur tous les postes de travail en dur, on les achète ces licences et donc elles sont à nous et on les a juste tant qu'elles sont valables. Elles sont annoncées jusqu'en 2030, nos licences actuelles bureautiques. Donc voilà, le premier acte, c'est sortir d'Office de Teams. Et donc on a cherché sur le marché qu'est-ce qui existait comme solution pouvant remplacer Teams dans ses usages surtout collaboratifs, partage d'informations, animation d'équipe. Donc on a testé plusieurs plateformes avec évidemment un regard particulier sur la souveraineté, une exigence que les données soient stockées en France, sécurisées, Secnum Cloud, et donc une ergonomie qui était satisfaisante pour nos utilisateurs. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est amener la révolution dans nos agents. Ils ont leur travail à fournir, il ne faut pas les empêcher de travailler. Donc, le souci de l'ergonomie. Donc là, c'est Exoplatform qu'on a choisi pour remplacer les usages de Teams. Et puis, on a essayé de chercher des alternatives, je vous disais, à toutes les ribambelles d'applications. En 3 ans, les usages d'Office 365, ils avaient quand même été importants auprès de certains agents. Donc, on avait beaucoup de MS Forms qui s'étaient mis partout. Donc là, l'alternative, on avait un partenaire qui s'appelle Sphinx qui fait des enquêtes qu'on a gardées, ou alors du Frama pour un peu des enquêtes plus tout venant. Sur le Power BI, c'est plutôt, on a choisi DigDash, qui est un partenaire de BI aussi, open source, pour les Power Apps. Donc ça, c'est des petites applications qui étaient nées, qui avaient été développées par les utilisateurs. Donc on a choisi 2 plateformes de low-code et no-code. Donc TimeTonic, qui est une plateforme de no-code qui est française, et OutSystem, qui est une plateforme de low-code qui est portugaise. Donc là, c'est des petites applications qui avaient été créées pendant les 3 années, on les a migrées sous ces plateformes-là, et puis maintenant on attaque
toutes ces petites applications qui sont dans les services et directions sous Access, que les gens ont fait en toute autonomie. Et puis un jour, ils se retournent vers la DSI en disant ça marche plus. Je pense que si on a des informaticiens ici, ça parlera à tous. Donc là, on les reprend et on les développe avec des plateformes type TimeTonic et OutSystem. Donc ça, c'était 2023. 2024, donc c'est cette année. On a travaillé sur la réduction des usages Adobe pour des raisons financières, toujours, qui est le nerf de la guerre. On a commencé par ça. Donc on a rationalisé, on a été regarder les usages, les vrais usages des utilisateurs sur leurs outils. Les utilisateurs qui utilisent une licence Adobe Pro 3-4 fois par an, on leur enlève la licence, c'est pas de raison. Donc on concentre, on a fait un travail comme ça de rationalisation, on a réussi à réduire de 30% en gros notre contrat et on propose la PDF 24 qui est une licence open source aussi, libre de droit, pour les gens comme ça qui avaient des besoins ponctuels. Mais on n'a pas fini avec Adobe, j'y reviendrai juste après. On a aussi travaillé alors, sur ce qui ne se voit pas pour les utilisateurs, sur le back-office chez nous, donc c'est l'aspect Oracle. Petit à petit, donc c'est de longue haleine, hein, c'est marqué 2024, mais ça sera pas. C'est le début d'une longue histoire pour faire évoluer toutes nos applications métiers qui sont sous Oracle vers Postgre. Voilà, on a un Exadata, donc c'est de l'Oracle en infrastructure, tant qu'il est là, on l'utilise, mais à la fin de sa vie, il faudra qu'on ait tout migré sur Postgre, donc on en a pour quelques années. On a le module Java, OpenJDK, on est passé du module payant Java au module open source. Là, c'est une histoire, beaucoup de contractualisation avec nos éditeurs qu'il faut qu'on revoie, donc on exige maintenant dans nos marchés, dans nos contrats, d'avoir de l'OpenJDK. Et puis, on a travaillé avec nos VIP. On avait beaucoup, entre les directeurs généraux, entre les VIP, beaucoup de boucles WhatsApp dans tous les sens. Donc, on les pousse à aller sur un usage de chat, donc ça, c'est l'État qui propose un outil de communication comme ça. Voilà. Et alors, ensuite, en 2025, donc ça, c'est une prochaine. On va commencer de rentrer un peu plus dans le dur, parce qu'il faut quand même se dire les choses. Quand on enlève Teams, tout ça, ces choses-là, je vous l'ai dit, il y avait 3 ans d'usage. Quand on va aller chercher les utilisateurs sur leurs usages de Word, Excel, PowerPoint, là c'est 20 ans d'usage qu'il va falloir aller chercher. Donc on va rentrer dans le dur. On en a conscience. C'est pour ça qu'on ne veut pas y aller de façon trop abrupte, mais on va y aller quand même. Donc on y va par usage. Premier usage qui paraît peut-être le moins complexe à appréhender, c'est PowerPoint. Parce que d'eux-mêmes, les utilisateurs, ils en sortent, enfin, certains utilisateurs sortent de PowerPoint et utilisent, on a parlé de Canva. Bon, on a vu qu'il n'était pas terrible, mais bon, je vous ai dit, on tâtonne aussi. En tout cas, il y a des usages Canva qui arrivent, il y a des usages Prezi, il y a des usages Klaxoon qui viennent naturellement. Donc nous, on va rebondir un peu là-dessus. Alors, on va affiner si, en effet, peut-être qu'on va... Il y en a même d'autres, hein. Il y a Kahoot, par exemple. Enfin, il y en a plein des outils qui peuvent faire des présentations comme ça. Donc on va affiner et pousser certains plus que d'autres et converger et petit à petit limiter, voire empêcher l'usage de PowerPoint. Dans un deuxième temps, on travaillera sur Word. Déjà, ça va être l'échelon plus compliqué. Word avec plein de liens avec nos applications métiers en plus. Word aujourd'hui, il est déjà un petit peu délaissé au profit de OnlyOffice parce que dans Exoplatform, c'est embarqué OnlyOffice. Dans d'autres GED aussi, on a de l'OnlyOffice. Donc c'est pareil, ce qu'on constate sans rien faire, c'est qu'on a un petit peu moins d'usage de Word. Donc maintenant, à nous de faire les tests avec nos applications métiers, voir si on peut aller plus loin et puis un peu contraindre, quoi. Et enfin, le dernier morceau, ça va être Excel. Alors là, Excel, c'est un gros morceau quand même. C'est pour ça qu'on l'a mis en dernier, on ne sait pas aujourd'hui. Ce qu'on sait quand même, c'est que bon, Excel est très puissant, est très bien fait, mais peut-être que nos 2500 agents, ils n'ont pas tous besoin de faire des tableaux croisés dynamiques. Ils n'ont peut-être pas tous besoin d'avoir des grands tableaux Excel qui font plein de fils dans tous les sens. Donc on va plutôt sans doute Excel concentrer
et voilà, réduire les usages sur vraiment les gens qui en ont réellement besoin. Donc on sera à la fin, de la durée de vie de notre Excel actuel, donc on l'a dit, 2028, 29, 30, sans doute il faudra qu'on recontractualise avec Microsoft, mais sans doute un périmètre beaucoup plus restreint. Donc c'est déjà ça. Sur Acrobat, on va continuer cette année en supprimant complètement de notre contrat la licence qui nous coûtait le plus cher, c'était Acrobat Pro. En termes de nombre, on en avait énormément. On teste actuellement l'outil Foxit, qui est une alternative. Elle est payante, hein, mais beaucoup moins. Par contre, pour l'instant, on propose aux utilisateurs des licences type Photoshop, Illustrator, InDesign, je ne connais même pas tous, de tester des outils libres avec pas trop de succès pour l'instant. On a des populations là, on touche la com, on touche les photographes, on touche, c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile. Voilà. Et puis ensuite, dans l'avenir, ce qu'on va commencer de tester, donc, comme tout le monde, là, 2025, ça sera aussi l'évolution de nos postes de travail vers Windows 11, pas le choix. Et comme tout le monde, dans notre parc de PC, il y en a qui passeront Windows 11 et puis il y en a qui passeront pas Windows 11. Donc ceux-là, on va les garder. Et on va tester dessus Linux Ubuntu pour voir déjà, pour voir ce que ça donne, nos applications, est-ce qu'elles tournent dessus. Comment on va faire, nous, une DSI, pour gérer ce truc qu'on ne sait pas gérer pour l'instant. Est-ce qu'il faut qu'on se dote de compétences? Est-ce qu'il faut qu'on s'entoure de partenaires? Est-ce qu'il faut... Enfin, tout ça, c'est à défricher. En tout cas, on pense qu'on va en avoir quelques postes. Et puis, l'idée, c'est là aussi, c'est d'y aller doucement, de montrer que ça marche, d'en mettre, par exemple, pour les stagiaires, sur des postes en libre service, en prêt. Et petit à petit, montrer que ça marche et pour enlever la crainte, la peur de ce changement fort. Sur l'ordi des lycéens, donc la région Occitanie, elle équipe tous les jeunes qui rentrent en seconde d'un PC portable sous Windows aujourd'hui. L'idée qu'on essaye de proposer, c'est qu'on propose plutôt un PC équipé de Linux Ubuntu. Là aussi, pourquoi un jeune qui à cet âge-là, tout de suite lui donner l'habitude de Microsoft, c'est quand même dommage. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt présenter autre chose? Voilà, c'est une piste. Après, j'ai signalé qu'on avait un autre outil à notre arc, c'est un petit boîtier qu'on appelle C-Box Whisper, un petit client léger. En tout cas, c'est intéressant, il y a beaucoup moins d'impact sur un petit boîtier que sur un PC, donc on l'utilise sur certains usages, les salles de réunion, les accueils, les microservices. Bon, peut-être qu'on va en déployer plus, c'est intéressant. Et dessus, on peut mettre l'OS qu'on veut. Donc ça peut être souple et intéressant. Et puis on va regarder aussi sur le smartphone. Donc on a une flotte de 1000 smartphones à peu près aujourd'hui, qui sont essentiellement sous Android, quelques Apple pour les VIP. Donc l'idée c'est pareil, on va tester un smartphone sur iOS, parce qu'on peut les acheter en ligne maintenant, ces smartphones, ils sont complètement dégoogelisés. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on peut aussi, on a le souci quand même de pouvoir gérer une flotte, donc qu'est-ce qu'on peut faire de cet objet? Est-ce qu'on est capable de l'administrer? Est-ce qu'on est capable de le sécuriser? Il faut qu'on étudie, voilà, c'est dans nos travaux. Et enfin, l'outil qu'on n'a pas encore traité, c'est la partie visio. Alors je suis allée vite, j'en ai même pas parlé de la visio. Quand on a quitté Teams, on utilisait beaucoup en termes de visio. On avait aussi Zoom qui était déjà installé à la région. Et on a aujourd'hui déployé du Zoom. Alors Zoom, évidemment, c'est pas souverain du tout, hein, on a bien conscience. En revanche, on avait testé Jitsi. On n'avait pas pu, en termes de fonctionnalité, il faut voir on travaille énormément en visio, mais sans doute comme tout le monde, on a des équipes de 200, 300 qui se réunissent en visio, et l'outil Jitsi, on n'était pas sûr qu'il puisse répondre à nos besoins. Donc on a un peu laissé le sujet pour le voir après, on le voit à la fin, c'est pour ça. Donc on a aussi la téléphonie, donc la téléphonie, on est sur des IPv6 Alcatel. La messagerie, on n'en a pas parlé, la messagerie, on n'était jamais passé sur Office 365 sur la messagerie, c'est pour ça qu'on a réussi d'ailleurs. La messagerie, on est sur des serveurs on-premise Exchange, voilà, aujourd'hui.
Et puis, bon, le chat aujourd'hui, il est dans Exo Platform et dans Zoom. Donc l'idée, ça sera de rechercher et de lancer ce qu'on appelle un dialogue compétitif en marché public, un appel d'offres ouvert où les partenaires viendront nous présenter une solution tout en un environnement fluide où on peut trouver tous ces outils. On espère que d'ici là, les choses vont émerger. On regarde ce que fait l'Inagora, par exemple, ou des choses comme ça. Et après, pour avancer et puis avoir une solution de visio, téléphonie, de communication qui soit plus souveraine que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà. C'est vrai. Très pragmatique, exemplaire quand même, mon avis, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui encore. Des questions déjà pour la région? Oui. Ah, oui. Oh, c'est pas une question en fait. C'est j'ai sur ma machine Windows un dual boot Linux Mint que je trouve bien meilleur que Ubuntu. D'accord. Donc vous pouvez regarder. Ouais. Pour quelqu'un qui vient de Windows, c'est beaucoup plus direct. Comment vous dites? Comment ça s'écrit? Mint, M-I-N-T. Ok. Parce que le menu démarrer, il est au même endroit. La partie paramétrage du système, c'est un truc, ça ressemble un peu à du Windows. Et c'est très facile de passer un mini-jeu. D'accord. C'est qu'il y a plein de versions Linux. Bah oui, Oui, il y en a plein. c'est pas, on va tester. J'en ai testé quelques-uns. On a aussi pour votre info dans la région le président de du LACT. On fait des congrès tous les ans. Oui, je connais bien. Oui. On fait des congrès à Montpellier tous les ans, le congrès annuel de la DULAC qui est sur tout l'open source. Donc si ça vous intéresse, alors on n'a pas évidemment trouvé tous les trucs open source là, mais il aurait pu très bien apporter des solutions. Ouais. Il travaille aussi sur des solutions pour assurer l'accessibilité, etc. C'est vraiment, si vous n'avez jamais vu la DULAC, allez sur le site et vous verrez qu'il y a plein de solutions, il y a plein de contributions, etc. Moi, déjà, je voulais vous merci pour cette présentation, parce qu'en fait, là, vous avez fait un peu un rêve, j'allais dire, c'est d'avoir, c'est presque un commun en fait, qui serait d'avoir une liste d'outils, d'outils, on va dire, non métiers, d'outils transverses, qui soient dans une liste dans laquelle on puisse aller piocher en toute bonne conscience, en disant ça c'est bon. Donc merci d'avoir commencé à travailler là-dessus. Alors j'aurais peut-être quelques suggestions à faire. Sûr. Voilà, et je voulais juste rajouter à ce que vous avez dit sur votre prospective pour une plateforme collaborative. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à creuser? Je trouve que j'ai parlé avec eux la semaine dernière sur Interstice qui travaille avec les ANA. Ils ont étudié aussi Interstice. Oui, on les avait, au moment du choix du remplaçant de Teams, on les avait étudiés, ils respectaient toutes nos contraintes et toutes nos exigences de sécurité, souveraineté et compagnie. Mais comme on avait laissé la parole aux utilisateurs de choisir le meilleur, ben eux, ils ont préféré Exo. Bon, voilà. Mais on continue d'être en contact quand même. D'accord. Sur Exo, il y a un Excel qui marche bien. C'est OnlyOffice. Pardon? C'est OnlyOffice. Oui. Donc, comme vous parliez tout à l'heure de repousser Excel, oui. Déjà vous pouvez essayer de. Oui, mais ça marche pour des usages d'Excel assez simples. Oui, dès qu'on fait des filtres, dès qu'on fait des trucs, il y a des remontées critiques des utilisateurs. Je pense que la plupart le savent, mais quand derrière Excel, il y a aussi beaucoup de shadow IT. Et là, on touche des points un peu difficiles à changer. Voilà. Moi, je m'interroge sur le retour au modèle on-premise, parce que le modèle cloud a quand même l'avantage de permettre la mutualisation de ressources à grande échelle. Et du coup, si tout le monde se mettait à revenir sur un modèle on-premise, est-ce que ce ne serait pas contre-productif? Alors, Exo n'est pas on-premise. Exo est en SaaS. On est resté sur un modèle finalement en SaaS, mais sauf que nos données sont en France. Il n'y a pas une solution, juste pour que je complète après répondre à votre question, il n'y a pas une solution qui sera parfaite pour tout le monde. Oui. Si on cherche plus la souveraineté, on va plutôt être local, etc., ou c'est une cloud, etc. Si on va chercher de l'ergonomie, voilà, en fonction des critères, en fonction des besoins, en fonction de la préférence, on n'aura pas une solution pour tout le monde. Mais effectivement,
Alors, l'idéal, c'est d'avoir un cloud privé, c'est-à-dire on-premise, mais qui gère bien ses ressources à la demande. Comme on sait que c'est en général pas bien fait, c'est vrai qu'une réponse aussi, c'est d'aller vers des solutions, des gens qui sont spécialisés dans ce métier-là, dans le business d'ailleurs, et donc qui gèrent très bien ces ressources-là. Donc si on veut être responsable, il faut trouver l'équilibre en fait. On-premise, si tu n'as pas de télétravail, ça va. Mais si tu as plein de gens de télétravail, t'es mort. Ouais, parce qu'il faut le tuer comme ça, d'abord, et ensuite c'est un trou de sécurité colossal. Oui. Merci. Bravo déjà pour la démarche globale et tout ça, toutes ces actions. Surfer sur des leviers favorables qui sont opportuns, c'est bien. Moi, ma question, c'est est-ce que vous arrivez facilement, c'est une question qui est évidente, je trouve, à mesurer ces gains? Quels sont un peu les indicateurs NR que vous positionnez sur, alors, je pense que l'aspect économique c'est tellement facteur, j'en doute pas, mais par exemple, est-ce que vous vous attachez je sais pas, à la durée de vie des appareils ou particulièrement, ou peut-être aussi lutter contre l'obsolescence logicielle, Ouais. Alors ça, on sait que c'est pas facile. Oui, alors oui, on a des indicateurs sur la durée de vie de nos équipements, des choses comme ça. Et après, on évalue, au moment du choix, on va toujours demander aux éditeurs, on leur pose des questions là-dessus. Mais c'est vrai qu'on n'est pas super précis pour mesurer ça. C'est important pour valoriser ce travail-là, c'est chouette. Alors les aspects financiers, c'est sûr qu'ils sont suivis de très près. Diminution des espaces de stockage. C'est très difficile donc ce genre de mesure. Ouais, c'est difficile. C'est presque un sujet de thèse en fait. La maturité de faire, en tout cas la puissance de la démarche, ici. C'est énorme. On y réfléchit, mais on n'a pas encore trop. On est très fiers de notre région. Moi j'ai une question en fait, sur quand vous êtes passé d'Office 360 à une installation sur le poste. Ouais. Comment ça s'est passé avec les utilisateurs? Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu des questionnaires? Est-ce que, pour leur demander si vous avez besoin de toute la suite, si vous avez besoin que d'une partie? Est-ce que d'Office vous avez tout installé? Est-ce qu'il n'y a eu aucun échange? Comment ça s'est passé en fait? Alors, comment ça s'est passé? Je vais répondre d'abord à ça. Ça s'est passé en 6 mois. En 6 mois. Il y a 3 mois d'annonce et 3 mois pour le faire. Parce qu'au début, en fait, ils ne nous croyaient pas. Ils ne nous croyaient pas. Ils nous disaient, mais non, vous n'allez pas vraiment le faire. Donc c'est que quand on a fait les premières directions, on les faisait par direction, par vague, qu'ils se sont dit, ah mince, ils le font vraiment. Parce que quand on quitte Office 365, les données qu'on a dans nos OneNote et dans tout ça, dans nos OneDrive, ça s'appelait, eh bien, on n'a plus accès en fait. Donc il fallait vraiment que chaque utilisateur, parce que nous on ne pouvait pas les gérer leurs données dans OneDrive. Donc c'était vraiment à chaque utilisateur de se prendre par la main. Donc on les aidait avec des webinaires, des aides, un accompagnement pour leur expliquer comment récupérer les données, les mettre dans Exo. Et donc ça a été un peu rude, c'est parce que les premiers se sont dit ah mince ils le font, et puis après les autres ont compris et on a avancé comme ça. Et de toute façon il y avait une zone de non-choix, une fois qu'on ne paye plus Office 365, c'est coupé, plus rien. Et après, est-ce qu'on a choisi et on a déployé toutes les briques de la suite Office 2021 sur les postes de travail. On n'a pas fait de questionnaire, on a installé Word, Excel, PowerPoint, le OneNote. Voilà. Et pour la suite, quand vous allez justement passer de... Ben là, on va affiner. Est-ce qu'il va y avoir des questions et de dire, voilà, si vous le gardez, une demande de justification, ce genre de choses? Ben, c'est l'idée de rentrer un peu plus vraiment dans l'usage qu'ils font de ces outils. Et est-ce que vraiment ils utilisent des fonctionnalités qui ne sont pas dans les alternatives qu'on va proposer? C'est ce qui est devant nous. Mais du coup, ils sont aussi partie prenante de ce choix. Enfin, est-ce que travailler sur le partage de valeurs, en fait, qui pousse à ce choix? Ah, énormément, ouais, énormément. Et ça marche pour une partie de la population. Il y a une partie de la population qui adhère à cette démarche, qui a compris et qui a retrouvé presque du sens. Ça aide. J'exagère, mais en tout cas, c'est ça. Donc il y a une partie de la population, mais ça ne touche pas tout le monde. C'est pas la majorité. Il y a aussi le numérique par vous.
Oui. Pour les agents d'entretien. Oui. Est-ce que vous avez testé ces outils puis en fait vous avez décidé que ce n'était pas possible ou est-ce que vous avez repris le comparatif à la base vous étiez Non, besoin on les regarde, voilà. on part toujours. Pas Resana ou des choses comme ça. Arizona, c'est pas pour les collectivités locales. Ou alors c'est très réduit. Ça, Mais voilà, mais vous pas avez les- regardé puis Oui. vous avez décidé que non, on prend pas ça, on en prend ça. Voilà, c'est ça. On regarde évidemment le site et on part, c'est un préalable. Si l'outil nous convient et qu'il est en plus validé sur ce site, bah, on y va. Voilà. En plus, les collectivités comme les métropoles, les régions, les départements sont responsables par rapport au matériel numérique qu'on donne dans les écoles. Donc quand on donne du Apple, du Windows ou du Ubuntu, on est conscient de ce qu'on donne quand même. On est conscient qu'on est en train de former des enfants à utiliser un système spécial. Donc la région est en train d'envisager de mettre du Ubuntu envisage sur l'ordi. L'ordi, c'est 60 000 ordi, hein, c'est ça, qui sont donnés Oui, au donc, lycée. quels sont les freins parce que les jeunes, leur donner leur ordinateur, c'est quoi? Non, C'est c'est des pas enseignants, les c'est au niveau des... C'est en interne, c'est pas facile. C'est un coût énorme quand même. Alors, il faut savoir que pour l'éducation, les licences Microsoft sont très très peu chères. Donc même l'aspect financier, là, c'est pas lui qui créer va l'addiction. rentrer, c'est un autre aspect. Mais c'est un peu comme Google. Hein, Créer l'addiction, mais c'est exactement ça. C'est ça. Quand vous allez sur Gmail, c'est gratuit. Ouais. Et après, Quand vous c'est payez. gratuit, c'est... Ah, pas tout, parce qu'il y a de l'open source gratuit et on n'est pas le client. Ah oui, c'est ça. Donc gratuit, il y a deux gratuits, on va dire. D'autres questions? Je crois qu'on a tenu le délai. 16h04, mais on a un peu dépassé. Ah.